Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, Daily Débrief numéro 2, 3 grands chapitres. Le premier, c'est répondre à vos questions, celles que vous nous avez posées par rapport aux vidéos que nous avons étudiées la dernière fois. Dans un deuxième temps, petite réaction à l'actualité, il y a eu un accident malheureusement en Roumanie. Et dans un troisième temps, nous allons parler de certaines vidéos qui circulent sur Internet, et notamment de l'Antonov 225. Tout ça après le jingle. Alors Laurence, tu as pu voir tous les commentaires? Ah oui, pas mal de commentaires, et d'ailleurs il y en avait pas mal autour que la voix de la communauté n'avait pas de micro. Ouais, c'est dommage si tu es la voix de la communauté. Merci à Thé. De rien. C'est bon pour toi? Parfait. Eh bien parfait, c'est bon pour moi. Hugo, au montage, on y croit. Alors on va commencer par vos questions, et la première question c'était sur la vidéo sur les deux MiG-29. Et alors, un de tes followers se demande pourquoi le leader est au ras du sol alors que son follower il est beaucoup plus visible. Tout simplement parce qu'un des devoirs du follower, de l'équipier, c'est de maintenir le contact visuel avec le leader pour pouvoir le soutenir. Et s'il est à très basse altitude, à ton avis, est-ce que c'est évident à faire? Non, pas forcément. Exactement. Donc là, on voit clairement qu'il essaye de manœuvrer son avion de manière à garder le contact visuel sur son leader, même si ça veut dire pour lui être un peu plus en hauteur et peut-être prendre un peu plus de risques. Mais à ces altitudes-là, ça reste quand même correct. Du coup, ok. Autre question. Sur le GPS, est-ce que les Russes utilisent le GPS? Et d'ailleurs, est-ce que les Américains peuvent bloquer l'accès? Oui, j'ai envie de dire oui et oui. On a vu des vidéos de Sukhoi 24 où à l'intérieur du cockpit, les Russes mettent des GPS Garmin, donc des GPS grand public. Il y a une différence entre la précision militaire qu'on peut avoir si on est membre de l'OTAN et qu'on est bien avec les Américains, on a des clés de chiffrage, et la précision grand public. Néanmoins, pour la navigation de base, ça reste exploitable. Et pour répondre à la question, oui, les Américains pourraient couper le GPS sur la zone ou le dégrader, le rendre moins précis. Mais j'ai fait une erreur de langage. J'ai parlé de GPS là où j'aurais dû parler de GNSS. Qui veut dire? GNSS qui veut dire Global Navigation Satellite System. Donc c'est un système de guidage par satellite. À partir de là, les Russes ont leur propre GNSS, le GLONASS, tout comme les Chinois ou même les Indiens. Donc il est fort probable que l'armement guidé GNSS des Russes soit guidé par leur propre système, le GLONASS. Autre question sur l'impact d'une arme légère sur avion. Concrètement, ça peut donner quoi? Par exemple, si un Ukrainien tire avec une Kalachnikov sur un avion, qu'est-ce que cela fait? C'est pas une situation d'avenir, à moins que vous ayez un avion comme un A-10 ou un Sukhoi 25, qui sont des avions faits vraiment pour l'attaque au sol à basse altitude et qui sont assez renforcés au niveau du cockpit. Ça va avoir un impact sur votre intégrité au niveau de l'aéronef. Ça peut vous envoyer au tapis. Il y a eu des cas, pendant la guerre du Vietnam, d'hélicoptères UA, les UH-1, qui ont été abattus par une balle. Ça a tapé le mauvais endroit au niveau des rotors et ça a complètement abattu l'hélicoptère. Le meilleur exemple, c'est la guerre du Golfe. Premier raid, les Français avec un Jaguar, il est d'ailleurs en exposition au musée de l'air et de l'espace. Mais un des pilotes français a fini avec une balle de Kalachnikov dans le casque, ça ne l'a pas tué heureusement. Mais voilà, c'est pas blindé, donc on peut être touché par une balle. Donc oui, c'est dangereux, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter la basse altitude. Et dernière question avec Eric qui nous fait remarquer que la livraison de Stinger, ça paraît assez dangereux. T'en penses quoi, toi? Oui, je pense qu'encore une fois, il faut regarder l'histoire. L'histoire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pendant que l'URSS était présent en Afghanistan, les Américains, ils ont livré des manpads, donc des systèmes solaires portables. Et après, ça a été un petit peu compliqué pour eux de tous les récupérer ou de s'assurer qu'ils ne soient pas entre de mauvaises mains. Donc, à partir du moment où vous livrez des centaines, voire des milliers de kits d'armement sol-air, j'espère qu'ils vont bien les traquer et que ça finira pas en bout de piste à Charles de Gaulle. Mais ça, à l'instant T, on n'a aucun moyen de le savoir. On espère juste que les services de renseignement font bien leur travail. Maintenant, nous allons passer au sujet d'actualité. Donc, à tes premières petites questions. Le 2 mars, un MiG-21, soi-disant, s'est écrasé aux alentours de la mer Noire, suivi par un Puma.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, donc en cette date-là, apparemment, il faisait pas beau. Il y avait un MiG-21 qui était dans une mission de CAP, Combat Air Patrol, donc protection de l'espace aérien roumain. Il se serait écrasé, on ne sait pas pourquoi à l'instant T. Néanmoins, certains médias ont dit que c'était au-dessus de la mer. Il semblerait de sources sûres que ce soit au-dessus de la Terre, proche de la côte, mais au-dessus de la Terre et pas très très loin de sa base. Pour ce qui est du Puma, eh bien, hélicoptère de secours qui partait faire la récupération, ils auraient dit que la météo n'est pas bonne et ils auraient eu comme consigne de faire demi-tour et c'est à ce moment-là qu'ils se seraient écrasés à une petite dizaine de kilomètres de leur base. Du coup, concrètement, pour les forces roumaines, qu'est-ce que ça impacte? L'impact est assez monstrueux. Pourquoi? Parce que la force aérienne roumaine vient d'annoncer qu'ils interdisaient de vol les MiG-21 et qu'ils interdisaient de vol les Pumas. Le MiG-21, c'est le gros de leur force, donc il leur reste une dizaine de F-16, et les Pumas également, c'est le gros de leur force d'hélicoptères. Donc ça montre bien que dans un moment où voilà, tout le monde s'échauffe un petit peu, les Roumains font l'effort de prendre le recul, de dire c'est pas grave, on va essayer de voir ce qui se passe. Et c'est la problématique de toutes les zones proches de zones de tension. On a tendance à beaucoup utiliser le matériel, et du coup ça peut amener à l'accident. Ok, maintenant on va passer à cette vidéo sur l'A-50 où il est censé voler en Biélorussie. Du coup, qu'est-ce que cela sous-entend? Alors effectivement, ces images elles auraient été tournées, on voit au roulage en Biélorussie. Ça sous-entend qu'il y a un déploiement d'aéronefs en Biélorussie, chose qu'on savait sûrement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un A-50. À quoi sert d'ailleurs un A-50? Donc un A-50, c'est ce qu'on appelle un IU, Airborne Early Warning et Command. Donc il sert à faire de la détection en l'air et également à commander d'autres aéronefs depuis les airs. Et est-ce qu'il y a des équivalents en Europe? Oui, tu as des équivalents en Europe, il y a des équivalents, les petites versions, les Hawkeye, les œils de faucon qu'on retrouve sur porte-avions, qu'on peut retrouver au Japon également, où vous avez en fait un avion dont la vocation est de détecter tout ce qui traîne en l'air. Donc c'est pour ça qu'il y a cette coupole dessus, c'est un radar. Donc l'équivalent de ça serait un AWACS. Les nôtres, les Français, sont basés à Avord. Et vous avez également d'autres versions, avec notamment des 737 qui sont un peu revus avec des antennes actives. Donc oui, on a l'équivalent complètement en Occident. Ça sert à guider les chasseurs principalement et faire la coordination. On les voit sur les flight radars? Oui, effectivement. Donc Flight Radar 24, qui est une application que vous pouvez regarder, vous voyez tout le trafic en temps réel. Généralement, ces avions sont, alors les occidentaux, rentrent dans des plans de vol IFR, donc en fait, sont en rapport avec le contrôle aérien civil, émettent au transpondeur, ce qu'on appelle l'IFF, ils ont leur transpondeur civil allumé, vous pouvez les suivre en temps réel, tout comme les avions ravitailleurs souvent. D'ailleurs, on a reçu pas mal de vidéos, justement, des trajectoires de flight radar de la part de la communauté, et on y voit des avions faire des hippodromes. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois cette grande forme d'hippodrome comme ça peut être appelé une sorte de circuit d'attente, mais tu vas avoir deux types d'aéronefs qui font ces hippodromes. Les AWACS, dont on a parlé, même si des fois ils font des formes un peu différentes pour des raisons de détection. Généralement, les hippodromes vraiment purs comme ça, eh bien, ça va être fait par les tankers. Les tankers sont les avions ravitailleurs, c'est le nerf de la guerre, hein, le pétrole. Et donc, ils vont se mettre sur des circuits d'attente, on leur donne des noms, et il y a Juliette, Maxime, enfin, ils ont des noms comme ça, et ils sont là à une certaine altitude, généralement entre 20 et 30 000 pieds, et à certains horaires, ils peuvent recevoir de la visite d'un avion de chasse. D'accord, donc du coup, ces avions, ils sont souvent accompagnés? Oui, ils sont rarement tout seuls. C'est-à-dire qu'on ne met pas des avions à faire des rondes dans le ciel sans raison. Voilà. En gros, la station essence, quand elle est ouverte, il y a des clients. Et par contre, ces clients, on ne les voit pas sur Flight Radar. Pourquoi? Pour des raisons de discrétion, mais il y a de grandes chances, hein, je n'ai pas les informations, je ne suis pas dans le secret des dieux maintenant, mais il y a de grandes chances qu'ils soient accompagnés de chasseurs qui font de la combat air patrol, donc ils font eux aussi des hippodromes, mais de surveillance pour protéger, dans ce cas-là, la Pologne. Alors maintenant, on va passer à l'Antonov 225. Vous êtes nombreux à nous demander des questions sur cet avion. Soi-disant qu'il a été assez ravagé pendant cette guerre. Est-ce que tu peux, l'avion d'ailleurs, l'Antonov c'est l'avion des superlatifs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet avion? Comme on peut le voir, c'est un gros pépère, c'est tout simplement l'avion c'était l'avion, on ne sait pas dans quel état il est, le plus lourd au monde.
Donc c'était un avion de transport absolument monstrueux, un 6 réacteurs, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, concrètement, tu peux nous donner un exemple? Ouais, en termes d'exemple, il fait dans les 600 tonnes à peu près, donc en masse maximum au décollage, pour être très précis, c'est 640 tonnes, et il peut emporter 250 tonnes en soute, en fait, 250 tonnes de fret. Donc ça te parle, 250 tonnes ou pas? Donne-moi des comparaisons. Ouais, donc en comparaison, tu es déjà allé aux Antilles avec un avion de ligne? Oui, Voilà. la 380? Un peu gros, mais par exemple, si tu prends Corsair, Corsair, ils y vont avec la 330-200, eh bien c'est un avion qui fait à peu près 230 tonnes à la masse maximum. Donc, au plus lourd, ces gros avions de ligne qui nous emmènent aux Antilles ou autres, eh bien ça fait dans les 230 tonnes, et lui, il peut prendre cet avion à la masse maximum en intérieur en termes de masse. Donc c'est absolument monstrueux. Ce qu'on considère un gros porteur, lui, de porte. C'est un porteur de gros porteurs. Et pourrais-tu nous parler de son rôle? Oui, bah son rôle, c'est principalement de... Alors, dans un tout premier temps, il a été construit dans les années 88 pour porter la navette spatiale russe. Donc la navette spatiale de l'URSS qui devait monter dessus et qui pouvait transporter. D'ailleurs, il est venu au Bourget avec à une période. Et après, derrière, eh bien, l'URSS s'est effondré. Ils ont arrêté ce projet de navette spatiale et eh bien, il a été un peu remisé. Ils ont réutilisé ses moteurs pour son petit frère. Lui, c'est le 225, mais il y a le 124 qui est le petit frère. Et il a repris du service dans les années 2002. Et puis récemment, il est venu en France pour livrer 8 millions de masques lors du début de la crise humanitaire. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Pourquoi? Oui, il n'y en a qu'un seul parce que justement, il y avait un deuxième en phase de construction quand il y a eu l'effondrement du RSS, donc l'effondrement des budgets, et ils n'en ont pas fabriqué d'autres. D'ailleurs, je crois qu'il y a une spécificité sur cet avion, c'est la dérive. Tu peux nous en parler? Oui, et justement, c'est la fameuse dérive qui crée tout le débat. Si vous regardez les images satellites, donc vous voyez que son hangar a été touché, surtout du côté de l'avant. On ne sait pas à l'intérieur ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit l'arrière, on voit cette fameuse dérive. Alors, la dérive, pour la petite histoire, elle est moins haute que celle du 380. On disait que c'était l'avion de tous les superlatifs. Hein. Ah. Il est très large, 88 mètres sur 80 mètres de long, donc il est plus long, plus large qu'un A380, mais il est moins haut. Le 380 monte un peu plus haut. Et une des raisons, c'est que le 380 a une seule dérive, là où lui en a deux. La raison pour laquelle vous voyez cette double dérive, c'est parce que regardez les images où il a la navette spatiale sur lui, exactement comme les Américains qui portaient leur navette spatiale sur 747, eh bien, vous êtes obligé, pour des raisons d'écoulement de l'air, d'écarter la dérive de manière à ce qu'elle continue à être alimentée en flux d'air. Si vous gardez une dérive comme sur 380 derrière, elle ne sera pas efficace, elle sera masquée par eh bien, les turbulences liées à la navette, d'où cette fameuse dérive. Et à l'heure actuelle, ben voilà, tous les avégeeks se raccrochent à cette image de la dérive, où si je devais vous montrer un petit peu, hop, quand un avion est au sol, vous avez la dérive qui est bien droite. S'il devait être effondré, ça aurait un impact sur l'angle de la dérive comme ça. Et à l'heure actuelle, les images satellites, effectivement, il a l'air d'être à l'horizontale comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que peut-être qu'il n'est pas si endommagé que ça. Maintenant, un avion qui a pris de l'incendie ou autre, ouais, c'est quand même pas évident à remettre en vol. D'ailleurs, l'avion s'appelle Emria, qui veut dire rêve, et nous sommes nombreux à espérer que cet avion ne soit pas détruit. Exactement. Donc, on se dit à la prochaine. À très bientôt. N'hésitez pas à nous mettre vos questions. On vous a mis les réseaux sociaux, ou sinon vous laissez vos questions en commentaire. On y répondra pour le Daily Débrief numéro 3. Et d'ici là, fly safe.